Donc, l'UNESCO au Mont Blanc. Le titre de ce livre suggère que l'UNESCO est venu au Mont Blanc. Rien de tel ne s'est produit. L'organisation compte bien peu de fonctionnaires et ils ne viennent qu'exceptionnellement rencontrer ceux qui portent des projets d'inscription sur une de ces listes. À ma connaissance, aucun d'entre eux n'est venu dans la région dans cette perspective, pour skier, randonner, voire gravir un sommet sans doute, mais c'est une autre histoire. Si quelques dizaines d'habitants de la région ont consacré du temps et de l'énergie à concevoir et discuter des dossiers d'inscription, c'est un peu pour faire venir l'UNESCO à domicile, pour pouvoir dire que le Mont Blanc ou l'alpinisme ont été reconnus par l'UNESCO et s'en prévaloir ensuite. C'est sur ce mode que l'on peut dire que l'UNESCO s'est, à son corps défendant, invité dans les débats locaux. Pour quel bénéfice ? Ce livre cherchera des réponses en combinant plusieurs récits, le récit de l'entrée de l'organisation dans le débat local, le récit de l'adaptation du lieu à cette irruption, le récit de l'entrée acquise ou espérée du Mont Blanc et de l'alpinisme sur des listes de l'organisation et le récit des ajustements des acteurs de ces inscriptions au vocabulaire des uns et des autres quand il s'agit de parler d'un massif de haute montagne, d'une pratique de cette même haute montagne et plus généralement de biens et d'éléments du patrimoine. Donc c'est un gros récit. Très bien, tout est dit. Merci à tous aussi de marquer votre intérêt pour ce travail. Je connais certains d'entre vous pour des raisons différentes, pour des histoires différentes. Il y a bien sûr des personnes ici qui ont joué un rôle énorme dans cette inscription de l'alpinisme au patrimoine culturel et immatériel. Je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront, que ce soit des chamonniards, de ce côté-ci du Mont Blanc, de l'autre côté du Mont Blanc, mais également Isabelle Chave du ministère de la Culture, qui a joué un rôle énorme également les dernières années dans la conduite de ce projet. Je ne sais pas trop s'il y a dans la salle des personnes qui se sont beaucoup impliquées dans le dossier d'inscription du massif du Mont Blanc au patrimoine mondial, donc c'est deux dossiers très différents. Que j'ai moins suivi, plus exactement je l'ai suivi un peu différemment. Le projet d'inscription de l'alpinisme, je l'ai suivi, je dirais presque de bout en bout, jour par jour, en assistant à quantité de réunions, grâce justement aux porteurs de projets qui m'ont ouvert les portes quelque part de ce dispositif. Et donc j'ai pu interagir avec eux, voir dans les détails tout ce qui se passait, voir passer des mails, voir passer des courriers, voir passer beaucoup de choses. Donc mon analyse, elle est construite sur une observation de détails, comme on dit parfois un peu ethnographique, de ce qui s'est passé pendant quasiment 10 ans autour de l'alpinisme. Pour le Mont Blanc, c'est un peu différent. Je n'ai pas été associé à aucune étape du montage de projet, mais comme mon intérêt pour la vallée de Chamonix et pour le Mont Blanc remonte très très loin, les plus anciens d'entre vous savent que j'ai fait une partie de ma thèse dans les années 80 sur Chamonix, en habitant d'ailleurs ici dans la vallée, à Valorcine exactement. Depuis ce temps-là, je garde toujours un œil sur ce qui se passe, et en particulier cette très longue histoire, cette très ancienne idée d'inscrire le massif du Mont Blanc au patrimoine mondial, qui remonte à plus de 30 ans maintenant, qui je crois a été formulée pour la première fois par Mountain Wilderness, avant même qu'on parle du parc international, dans les années 89-91. Je l'ai suivi là plus à distance, mais en ayant l'occasion d'échanger souvent avec des personnes de tel ou tel versant du massif lui-même. Donc ce sont ces deux histoires que je raconte, comme vous l'avez très bien dit, mais il y a toujours plusieurs façons de raconter des histoires. Alors je suis un universitaire, donc je suis habitué à écrire et à faire des analyses qui sont en général publiées dans des revues quasiment confidentielles, éventuellement lues par 5 ou 6 personnes, mais qui font votre réputation académique, le cas échéant. Là, j'ai voulu faire tout autre chose. J'ai voulu faire un livre pour vous, pour les porteurs de projets, pour les alpinistes, pour les gens qui s'intéressent à la protection du massif du Mont Blanc. Donc avec une écriture, j'espère, adaptée. En tout cas, je pense qu'en visant une collection comme celle-ci, je me donnais cet objectif-là, et je pense que je pouvais aussi compter sur Charlie Buffet pour veiller à ce que ça reste visible pour tout le monde. J'espère que l'objectif est atteint, mais je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions, d'avoir un peu des fils rouges, des pistes d'analyse privilégiées. Et pour faire simple, si je peux le dire comme ça, pour faire simple, la question que j'ai voulu traiter, parce que ça m'a vraiment interpellé de bout en bout, c'est quel est le travail, l'énorme travail que doivent faire les porteurs d'une proposition, que ce soit encore une fois pour le massif du Mont Blanc au patrimoine mondial, ou que ce soit pour l'alpinisme au patrimoine culturel et matériel. Quel est le travail, énorme travail que doivent faire les porteurs de projets pour rentrer dans les clous. Et en même temps convaincre tous les interlocuteurs auxquels ils ont affaire du bien fondé de leur proposition.
Je vais être plus précis dans un instant. Je ferai juste que tout le monde ait au moins le minimum de connaissances factuelles pour comprendre la suite. Ce travail a abouti pour l'alpinisme puisqu'il a été inscrit officiellement en décembre dernier dans la réunion annuelle de ce qu'on appelle le comité du patrimoine culturel immatériel, plus exactement le comité pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui correspond à une liste du patrimoine de l'UNESCO, à une convention de l'UNESCO pour le patrimoine. Une convention assez récente d'ailleurs, qui remonte à 2003 simplement, mais qui a déjà été signée à peu près par 3/4 ou 4/5 des pays de la planète, et qui compte déjà 500 éléments, comme on dit au PCI, disons pratiques culturelles si vous préférez. Le massif du Mont Blanc, lui, visait l'inscription, et vise toujours l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, qui identifie d'autres choses, des biens, des sites naturels, des sites culturels, des sites éventuellement qui mixent le naturel et le culturel, quelques petites autres choses encore, et qui s'appuie sur une autre convention qui est plus ancienne, de 1972, signée par l'immense majorité. Quels sont les pays? Il en manque un ou deux, trois peut-être, tous, absolument tous, me dit Isabelle, tous les pays de la planète ont signé, et qui compte à peu près 1000 biens à l'heure actuelle. Donc ce sont deux listes qui sont extrêmement des réussites indiscutables. Celle du patrimoine a une énorme visibilité. Vous l'avez vu monter, cet intérêt pour la liste du patrimoine mondial. Moi, j'ai assisté avec stupéfaction dans un premier temps à l'intérêt croissant, y compris des médias, y compris des quantités de personnes pour ce patrimoine mondial. Et puis on a plein de promotions de sites à des fins touristiques, bien sûr, aujourd'hui, grâce à ce que certains, mais pas l'UNESCO, appellent ce label, le label du patrimoine mondial. Et pour le PCI, donc PCI, pardonnez-moi, patrimoine culturel immatériel, l'autre liste, celle pour l'alpinisme, c'est plus récent, mais je commence à voir pointer un véritable intérêt populaire, alors que pendant longtemps, c'était un peu l'exclusive des ethnologues, des diplomates, et puis des personnes comme Isabelle qui travaillent dans les ministères. Donc deux listes différentes, deux conventions différentes, et j'aurai l'occasion de revenir un petit peu là-dessus, parce que la philosophie est un peu différente, et il ne faut pas les confondre, sinon on fait des contresens, vraiment. Ce qui s'est parfois joué entre les porteurs de projets des deux propositions. Le fil rouge dont je vous parlais, donc, quel est le travail que doivent faire nécessairement les porteurs de projets pour rentrer dans le clou, c'est-à-dire rentrer dans l'esprit de chacune des deux conventions qui sont très très différentes, je vais y revenir dans un instant, et en même temps être capable de séduire, convaincre tous les interlocuteurs qui doivent s'adresser à un moment ou à un autre. Bernard vient d'arriver. Et pour résumer ça, je vous propose d'en faire un petit condensé là maintenant, puis après on discute et on revient sur tel ou tel aspect de ce que je vous aurais dit, ou pas dit, le cas échéant. Il y a 4 choses qui m'ont particulièrement intéressé, 4 défis auxquels étaient confrontés les porteurs de projets pour l'un et l'autre des deux projets. Mont Blanc au patrimoine mondial et alpinisme au patrimoine culturel immatériel. Le premier défi, c'était qu'est-ce que ça veut dire que de parler de patrimoine? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, porteurs de projets, que de qualifier ou de prétendre que ce qui nous intéresse est de l'ordre du patrimoine? Le deuxième défi, c'est celui, et il est spécifique à l'inscription au patrimoine culturel immatériel pour les alpinistes et les porteurs de projets en l'occurrence, de définir ce qu'à l'UNESCO on appelle une communauté, la communauté des alpinistes. Dit comme ça, c'est presque une évidence pour vous. Mais il faut expliquer, j'allais dire à la terre entière, donc à toutes les personnes qui sont amenées à se prononcer à un moment ou à un autre sur le dossier, quelle est véritablement la caractéristique, la singularité, le périmètre des gens que vous cherchez à faire adhérer à cette proposition, et donc qui sont couverts par la définition de l'alpinisme que vous proposez. Le troisième enjeu a été un enjeu un peu spatial, un peu d'échelle. Le livre insiste sur le Mont Blanc, l'UNESCO au Mont Blanc. Mais déjà, c'est un peu bizarre, parce que si on parle du massif du Mont Blanc qu'il s'agit d'inscrire au patrimoine mondial, ok, c'est le massif du Mont Blanc, soit on prend simplement ce qui est en face de moi, soit on prend l'espace Mont Blanc, on se met d'accord, l'enjeu, il n'est pas énorme. Par contre, pour les alpinistes, c'est tout autre chose. Les alpinistes ne sont pas tous là, il y en a beaucoup. Il y en a évidemment dans quantité d'autres endroits. Donc pour les porteurs de projets, mais aussi pour les personnes qui les interrogeaient, et très souvent qui les interrogeaient là-dessus, de quels alpinistes parlez-vous? On peut définir la communauté du point de vue de la pratique, ou de l'imaginaire, des malheurs dont on est porteur, mais il faut bien la définir aussi sur une base géographique, d'une façon ou d'une autre.
D'autant que, je ne l'ai pas dit pour le moment et ça jouera son rôle dans un deuxième temps, tout ce qui est proposé par les porteurs de projets n'arrive à l'UNESCO que par l'entremise de gens comme Isabelle, c'est-à-dire les ministères de la Culture et les ambassadeurs des pays concernés qui portent la proposition à l'UNESCO. L'UNESCO ne connaît pas les porteurs de projets, ne connaît pas les alpinistes, ne connaît pas les gens qui s'intéressent au massif du Mont-Blanc. Donc il fallait aussi quelque part associer à la démarche des choses qui s'appellent les États. L'État français, l'État suisse et l'État italien en l'occurrence pour la proposition finale, et donc convaincre de la pertinence de l'échelle qu'on utilisait pour promouvoir la proposition. Et puis la quatrième question, un peu transversale, le quatrième défi de mon point de vue qui se posait aux porteurs de projet, mais qui se pose aussi d'ailleurs à l'UNESCO, c'est de savoir qu'est-ce qui distingue fondamentalement ce qu'on appelle le naturel du culturel. C'est probablement une évidence pour vous qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du naturel, de l'ordre du culturel, mais quand on gratte un peu, c'est pas si évident que ça. Pour l'UNESCO, dans un premier temps, c'était simple. Il y avait des sites naturels du patrimoine mondial, il y avait des sites culturels du patrimoine mondial, et le patrimoine culturel, immatériel et culturel. Donc il y a, dans le vocabulaire de base, une sorte d'usage très simple et très contrasté du naturel et du culturel. Mais j'aurai l'occasion de vous montrer que ce n'est pas si simple que ça de faire le distinguo entre les deux et qu'aujourd'hui c'est un véritable défi pour l'UNESCO elle-même que de retravailler un tout petit peu ce couple de concepts fondateurs de notre modernité. Ça court toute l'histoire de la modernité occidentale. Et un autre couple, matériel-immatériel, là aussi ça vous paraît certainement extrêmement évident, et en fait c'est pas si évident que ça quand on gratte, et j'essaierai de vous le montrer quand j'arriverai à ce quatrième chapitre. Patrimoine pour commencer. Alors je ne sais pas du tout quelles idées vous avez les uns et les autres de ce qu'on peut appeler patrimoine ou de ce qui fait patrimoine. N'oubliez pas que, quelle que soit la sophistication de votre réflexion sur la notion de patrimoine, c'est une question finalement relativement récente dans le débat public et dans les représentations un peu de tout un chacun. Le patrimoine est devenu à peu près ce qu'on appelle le patrimoine aujourd'hui au moment de la Révolution française, quand on a commencé à parler de patrimoine national en France. Avant, c'était une affaire de famille, c'était les biens de famille qu'on se transmettait de génération en génération, le patrimoine. Le patrimoine est devenu collectif à partir de la Révolution française. Mais pour couvrir quoi? À l'époque de la Révolution française, c'était les œuvres d'art. Et c'est là qu'on a fondé le musée du Louvre. Et puis petit à petit, on a commencé à l'étendre à ce qu'on appelait les monuments historiques, c'est-à-dire des vieilles choses qu'il s'agissait de protéger des barbares de notre civilisation, notamment à la Révolution française, qui avait détruit énormément de choses en la matière, notamment du côté des églises. Donc pour tous, probablement, l'idée que le patrimoine, ça colle assez bien avec ce qu'on appelle les monuments historiques en France, ça doit jouer à peu près. Et puis petit à petit, on a élargi, et dans les dernières décennies, on a élargi le périmètre de cette notion en commençant à parler de patrimoine naturel. Il est probable que vous ayez assimilé cette notion. Je ne l'ai pas vu apparaître dans le vocabulaire de la langue française avant les années 70-80. C'est tout récent. Avant, on parlait d'espaces naturels protégés, on parlait de parcs nationaux, mais de patrimoine naturel, on ne voyait pas le rapport avec les monuments historiques. C'est logique. Donc petit à petit, cette idée que le patrimoine pouvait aussi porter sur des éléments de la nature, pourquoi pas? Mais c'est récent, quelques décennies simplement. Mais aussi bien pour les monuments historiques que pour le massif des Écrins ou pour le parc national du Stelvio en Italie, on a affaire à des choses éminemment matérielles à nouveau. Et puis est arrivée cette expression un peu bizarre à l'UNESCO de patrimoine culturel immatériel. Un patrimoine immatériel, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous vous êtes jamais posé la question, et je ne sais pas si vous utilisez le terme dans cette acception immatérielle. Peut-être si vous avez un peu en tête patrimoine linguistique, patrimoine gastronomique, quoique la gastronomie c'est très matériel au bout du compte. Mais bon, on imagine qu'il y a le savoir-faire du cuisinier ou ce genre de choses, mais on n'a pas l'habitude d'utiliser la notion de patrimoine pour parler de patrimoine immatériel. C'était un très gros défi pour d'abord les porteurs de projets de l'inscription au massif du Mont-Blanc que de prendre à bras-le-corps ce distinguo entre patrimoine culturel et patrimoine naturel. Et vous savez peut-être, pour ceux d'entre vous qui ont le plus suivi le projet d'inscription au massif du Mont-Blanc, que ça a frité entre les porteurs de projets. Est-ce qu'il faut promouvoir le Mont-Blanc au titre d'un site naturel, ce que voulaient les associations environnementales à l'origine du projet, Mountain Wilderness, Pro-Mont-Blanc, ce que voulaient aussi et ce que veulent toujours beaucoup les Italiens, principalement, qui veulent surtout que le massif du Mont-Blanc soit protégé et inscrit au titre du patrimoine naturel. Et puis il y a ceux qui disaient plutôt, non, c'est plutôt intéressant d'associer les communautés présentes, des éléments, des activités, les églises ou ce genre de choses, donc plutôt du culturel. Ou bien, éventuellement, un peu de naturel, un peu culturel, ça s'appelle des sites mixtes à l'UNESCO.
Ça a été un long débat, il n'est pas tout à fait résolu. Les dernières expertises que j'ai vues sur le projet d'inscription au Mont Blanc manifestent encore un certain désaccord entre les porteurs de projets de ce point de vue-là. Mais vous imaginez que c'était bien plus compliqué pour les porteurs de projets de l'inscription de l'alpinisme que de se saisir de ce gros mot compliqué, patrimoine culturel immatériel, d'arriver à rentrer un tout petit peu dans l'idée qui prévalait derrière cette notion. Et il a fallu aller dans le texte de la Convention spécifique, celle de 2003, comme je l'ai dit tout à l'heure, aller dans les documents d'accompagnement qui précisent bien un peu les objectifs, et puis se laisser accompagner par la main par les personnes des différents ministères qui ont pu expliquer aux porteurs de projets ce que l'UNESCO entendait par patrimoine culturel immatériel. Et ils y sont très bien arrivés, ça a marché. Donc ça veut dire que la façon de présenter l'alpinisme répondait aux critères attendus. Il y avait les 5, très clairement établis, donc ça a marché. Mais je me suis rendu compte, et ils se sont rendus compte, les porteurs de projets aussi, je regarde toujours par là, mais il y en a un qui est là aussi, de porteurs de projets, je me suis rendu compte qu'ils ont constamment été confrontés au scepticisme des alpinistes eux-mêmes, et de tout le monde. L'alpinisme, patrimoine, parce que patrimoine, dans notre imaginaire, c'est un vieux truc, c'est poussiéreux. Dans le meilleur des cas, on a enlevé la poussière, on l'a mis dans un musée, et c'est vraiment pas la façon que la plupart d'entre vous, d'entre nous, avons de concevoir l'alpinisme, bien sûr. Donc il a fallu faire de la pédagogie, et c'est pas fini, à mon avis, il y a encore un très très gros travail pour expliquer aux alpinistes eux-mêmes qu'il y a un enjeu patrimonial qui est lié à la pratique. Pour essayer d'éclaircir un tout petit peu ce point-là, moi j'ai une façon de définir le patrimoine qui me plaît beaucoup et que j'emprunte à un collègue que j'aime beaucoup, en l'occurrence un sociologue qui s'appelle André Nicou, et qui dit « Il y a patrimoine à partir du moment où je dis », il parle à la première personne, et on peut très bien le dire aussi pour le « nous », sauf que ça marchera moins sur le plan de l'oreille, de la littération, à partir du moment où je dis, je procède de ce qui me précède. Je procède de ce qui me précède. Il adore les jeux de mots, il adore les allitérations, donc la phrase est très très jolie, mais elle est très juste. Je procède, je suis, je me projette dans l'avenir, je vis, j'évolue, je travaille, je fais ce que j'ai à faire, en fonction de ce qui m'a précédé. C'est-à-dire que j'ai toujours quelque part une sorte de regard, d'attention vers le passé, proche ou lointain, qui donne du sens à ce que je suis en train de faire, sur les choses que je suis en train de faire. Mais de ce point de vue-là, l'alpinisme comme patrimoine culturel immatériel, ça marche très bien. En tout cas, du point de vue des porteurs de projets. Il s'agissait de dire l'alpinisme est une pratique culturelle, d'accord ? Pas seulement une pratique sportive, c'est une pratique culturelle, mais une pratique culturelle qui est attentive à sa mémoire, qui est attentive à son passé, qui est attentive à toute la littérature, à toutes les productions qui ont accompagné son développement, en gros depuis la fin du XVIIIe siècle, et qui participent de ce bagage culturel que soit les alpinistes ont, soit que les alpinistes devraient avoir. Parce qu'il s'agit d'inviter les alpinistes à penser l'alpinisme d'une façon particulière, notamment de s'intéresser à ce qui les précède, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les alpinistes aujourd'hui. Donc il y a un petit peu de pédagogie dans tout ça. Donc, premier défi pour tous les porteurs de projets, sur les deux projets en question, de clarifier ce qu'ils entendaient par patrimoine, compte tenu encore une fois de ce que l'UNESCO appelle le patrimoine, et le patrimoine d'une convention n'est pas le patrimoine de l'autre, donc il fallait se débrouiller avec les deux. Et là, de ce point de vue-là, les ministères, ou l'Office fédéral de la culture, qui n'est pas un ministère à Berne, ont très bien fait le boulot d'accompagnement. Deuxième chose, la communauté, ça c'est spécifique aux alpinistes. Dans les textes de l'UNESCO, il faut absolument, c'est ce qui est écrit en tout cas, c'est pas toujours le cas, on le sait bien, il faut absolument que la proposition soit portée par une communauté. C'est un peu bizarre, on attend que la communauté porte une proposition, mais en même temps je vous ai dit tout à l'heure que la communauté elle n'avait jamais accès à l'UNESCO. Donc il faut que la communauté porte une proposition, l'amène quelque part sur le bureau des ministères, et puis que les ministères après fassent en sorte que l'ambassadeur de chacun des pays à l'UNESCO porte la proposition et qu'elle soit après discutée à l'UNESCO. Donc c'est un portage un peu avec des intermédiaires. C'était le deuxième défi pour les alpinistes que de présenter l'alpinisme et de présenter la communauté correspondante comme étant en adéquation et de pouvoir bien dire de qui il s'agissait, de quoi il s'agissait et de qui il s'agissait en rapport. Alors, les plus alpinistes d'entre vous savent qu'il y a des débats au sein même, ou entre les alpinistes, ou si on élargit aussi un peu avec les grimpeurs, ou avec
les tenants de ce qu'on appelle le ski-alpinisme, des débats très vifs depuis une vingtaine ou une trentaine d'années sur la diversification des pratiques, qu'est-ce qui reste dans l'esprit de l'alpinisme, disons, des années 80 ou du début des années 90, qu'est-ce qu'on fait de cette diversification des pratiques, elle continue cette diversification, bien sûr, vous en êtes les témoins privilégiés, évidemment, à Chamonix. Les porteurs de projets, et ils pourront en témoigner certainement si on discute de ça juste après, les porteurs de projets étaient très attachés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cette vision patrimoniale de l'alpinisme, donc un alpinisme conscient et soucieux de sa mémoire, une mémoire vive, une mémoire qui irrigue les pratiques contemporaines, mais étaient aussi soucieux de ce qu'ils appelaient des menaces. Il y a des choses qui, de leur point de vue, menaçaient l'alpinisme aujourd'hui, des menaces externes à la communauté des alpinistes et des menaces internes à la communauté des alpinistes. Externe, c'est le risque de procès permanent quand une course se tourne mal pour un guide avec ses clients. Vous le savez bien, et c'est une inquiétude sérieuse et de plus en plus sérieuse pour les guides avec des implications financières absolument énormes, sans parler des risques, bien sûr, d'incarcération pour certains. Et puis, autre menace externe, de leur point de vue, et c'était très bien porté par des personnes qui sont dans la salle, les formes de médiatisation qu'on voit de plus en plus pointer à la une des journaux quand il s'agit de parler de l'alpinisme, c'est-à-dire en gros quand il y a beaucoup de morts ou quand il y a des gens qui se cassent la figure sur la voie normale de l'Everest, pour caricaturer et faire des références à quelques événements que vous avez peut-être gardé en tête. Et l'alpinisme ordinaire, banal, celui qu'on aime tous, celui qu'on pratique plus ou moins tous, je ne connais pas, mais en tout cas qui est très fréquemment pratiqué ici, c'est quelque chose qui a complètement disparu des médias. À tel point que beaucoup de Français, beaucoup de non-alpinistes et de gens qui ne connaissent pas la montagne se demandent vraiment ce que c'est que l'alpinisme en dehors des drames, en dehors des vrais problèmes, même si on les attribue à des avalanches, le cas échéant, quoi. Imaginez ce que c'est à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est 200 pays à peu près, dans lesquels, pour beaucoup d'entre eux, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de haute montagne, ils n'ont jamais trop vu ce qu'était un alpiniste ou une quelconque idée de l'intérêt de la pratique elle-même. Donc le miroir médiatique est extrêmement inadéquat par rapport à la promotion et la compréhension même de la pratique. Ça, c'était pour les menaces externes. Et puis les menaces internes à la communauté, elles sont liées à des choses qui ont pointé ces dernières décennies, notamment la montée en puissance de l'escalade, qui s'est émancipée assez largement de l'alpinisme, notamment en ayant recours à des structures artificielles, notamment en promouvant la compétition d'escalade, en visant la participation aux Jeux Olympiques, vous savez que ce sera cette année pour la première fois, c'est-à-dire une évolution de la pratique qui est de l'escalade, qui est tout à fait intéressante, qui a fait que l'escalade s'apparente de plus en plus à un sport, mais justement selon des modalités qui ne sont pas du tout communes pour l'alpinisme lui-même, où l'idée même de compétition n'a jamais fait sens. Dans le meilleur des cas, la seule compétition qu'on puisse imaginer dans le cadre de l'alpinisme, c'est avec soi-même, ou éventuellement être le premier à quelque chose, d'accord, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec une course de 100 mètres dans un stade. Alors, esprit de compétition ici qu'on trouve dans le ski-alpinisme, qu'on trouve dans d'autres types de pratiques, pas forcément d'ailleurs de la même façon en France, en Suisse et en Italie. Bon bref, il y avait comme ça l'identification de menaces qui motivaient les porteurs de projets dès le départ et qu'ils ont voulu exprimer dans la fameuse fiche, parce qu'il faut passer par une fiche qu'on remplit pour après que toute la procédure puisse s'enchaîner, jusqu'à ce qu'on leur rétorque dans les ministères, il ne faut pas parler de menaces. Il ne faut pas parler de risque, il ne faut pas parler de danger, de péril, parce qu'il y a des listes exprès pour ça. Il y a une liste du patrimoine mondial en péril, les chefs-d'œuvre en péril, et vous avez une liste du patrimoine culturel également en péril. Donc si l'alpinisme est une pratique vivante, une pratique qui rassemble des centaines de milliers de personnes, comme c'est le cas, il faut la présenter comme une pratique vivante, un point c'est tout, excite les menaces. Donc on est arrivé à une description de l'alpinisme que je trouve extrêmement habile et extrêmement intéressante, qui à la fois cherche à rassembler tous ceux qui s'intéressent à la haute montagne, aux valeurs culturelles, sociales, qui sont associées à la pratique de l'alpinisme, au-delà encore une fois des valeurs sportives, et qui, entre les lignes, fait bien comprendre qu'il y a des façons de concevoir l'alpinisme qui ne sont pas top, quoi. Et donc qui essaye de faire passer un message comme quoi c'est l'alpinisme qui compte véritablement, du point de vue, encore une fois, d'une pratique culturelle. C'est une forme d'alpinisme peut-être particulière qui n'est pas qualifiée, c'est l'alpinisme dans son entier qui est inscrit à l'UNESCO, mais qui a peut-être des façons de le penser qui sont
pas tout à fait en adéquation avec cet idéal et les valeurs qui caractérisent cette vision de l'alpinisme. Ça, c'est donc pour la communauté, difficulté à circonscrire la communauté elle-même. Et puis, autre enjeu, mais je le développe dans cette troisième partie sur les échelles, mais qui va avec la communauté. Quelle est la communauté qui pouvait être, les institutions qui pouvaient être officiellement investies de la représentation, du portage de projet, pour le dire comme ça, à partir du moment où on sait que le projet il est né encore une fois au pied du Mont Blanc, de part et d'autre, essentiellement côté français et côté italien, mais qu'il ne suffisait pas qu'il y ait quelques personnes ou quelques dizaines de personnes qui arrivent et qui viennent frapper à la porte de l'UNESCO à Paris pour dire « on est là, voilà notre projet ». Ça ne marche pas comme ça. Il fallait, pour être crédible, que le projet soit porté par des institutions qui soient représentatives, quand il y en a. Mais il y en a pour l'alpinisme. Il n'y en a pas toujours pour toutes les pratiques culturelles, mais il y en a pour l'alpinisme, des institutions représentatives de cette communauté. Et assez rapidement, on a vu arriver l'idée que ça devait être les clubs alpins d'un côté, il y en avait 3, c'était commode, et les sociétés de guides, alors pas les sociétés locales, genre Compagnie des guides de Chamonix, mais les associations ou syndicats, comme on dit en France, de guides qui existent à l'échelle suisse, à l'échelle italienne ou à l'échelle française. Parce que ce sont ces institutions qui rassemblent des milliers de guides ou des dizaines ou centaines de milliers de pratiquants dans les clubs alpins qui sont le plus à même de rassembler et de représenter du coup cette fameuse communauté des alpinistes dans toute la variété de leur façon de penser et de pratiquer l'alpinisme. Et c'était très habile parce que c'est ça aussi qui a fait que le projet a abouti. Donc c'est comme ça que Christian Jacquier, par exemple, qui est président du syndicat des guides français, est entré dans la danse à ce moment-là. C'était le cas évidemment de ses alter ego, également du côté du club alpin suisse, par exemple. C'était habile parce que vous avez compris dès le départ que, à demi-mot, je vous parle de diplomatie et de géopolitique, puisque c'est les États qui portent le projet à l'UNESCO. Il fallait quelque part que les États s'y retrouvent aussi. Et l'État français sait bien, ou le club alpin français sait bien qu'il y a aussi des alpinistes ailleurs que dans le Mont Blanc, ailleurs dans les Alpes, dans les Pyrénées. Il y a des sections, comme on disait autrefois, donc des clubs alpins locaux et régionaux qui existent un peu partout en France. Et puis les Suisses aiment bien rappeler quand même qu'il y a un truc qui s'appelle le Cervin, qui s'appelle le Mont Rose, et puis ils aiment bien le mettre en avant quand on parle un peu trop du Mont Blanc de leur point de vue. Et puis les Italiens savent aussi qu'il y a les Dolomites qu'il ne faut pas oublier. L'alter ego d'Isabelle Chave m'amusait beaucoup parce que je ne sais pas pourquoi elle faisait une fixation sur le Grand Sasso. Elle voulait absolument que le Grand Sasso, qui est un très joli massif des Apennins, même pas dans les Alpes, où on pratique de l'alpinisme, de l'escalade, mais probablement de l'alpinisme aussi, figure bien dans le document. Donc il y avait un peu d'imaginaire national qui était là aussi. Chaque pays a sa façon un peu de penser ses montagnes et puis d'être soucieux finalement de couvrir dans une proposition comme celle-là tous les massifs et tous les alpinistes correspondants. Donc il y a eu cette petite adéquation bien travaillée entre les institutions porteuses d'un côté et puis les États correspondants qui donnaient d'autant plus de raisons pour les États de s'impliquer bien sûr et d'autant plus de crédibilité aussi à la proposition. Le seul petit inconvénient, c'est que les interlocuteurs ou les porteurs de projets plutôt locaux, même si des gens comme Claude ou comme Bernard ont eu des responsabilités aussi dans le syndicat des guides français, mais que les porteurs de projets locaux, c'était bien défini comme étant Chamonniard, comme étant Valbetin, comme Luigi ou autres, pouvaient avoir le risque de ne pas s'y retrouver tout à fait, D'autant qu'une partie du processus était aussi portée, annoncée et aussi financée par la ville de Chamonix ou par la ville de Courmayeur. Ces acteurs-là, ils sont un peu disparus de l'affiche. Je dis bien de l'affiche. Absolument pas du processus lui-même, ni même du portage encore aujourd'hui, du travail qui s'ouvre maintenant, une fois que l'inscription est acquise. Mais ce sont les clubs alpins et les sociétés de guides qui ont été mises en avant pour des raisons tactiques, diplomatiques, politiques, tout à fait respectables, et qui donnaient aussi une garantie supplémentaire au succès de ce projet. Donc voilà comment s'est posée la question des échelles pour passer du Mont Blanc à la France, la Suisse et l'Italie. C'est-à-dire les 3 pays qui se partagent le massif du Mont Blanc. Et puis après, chacun il bat de ses massifs à lui, le Cervin, le Grand Sasso ou les Pyrénées. Mais évidemment, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Le processus aurait pu englober bien davantage d'États, là où il y a de la haute montagne, là où il y a des alpinistes. Et moi, j'étais très frappé d'entendre les porteurs de projets, alpinistes, guides, encore une fois, très, très convaincus et très clairvoyants sur la pratique dont ils parlaient,
défendre l'idée que l'alpinisme, c'est une pratique, comme il le disait, universelle. Finalement, même s'il y a des différences qu'on a des fois cultivées en parlant d'himalayisme, d'andinisme, de pyrénéisme, bon, il y a quand même quelque chose de très très commun entre les alpinistes. Et puis il y a une sorte de grande communauté mondiale des alpinistes. L'alpinisme est universel. Alors des gens comme Isabelle ou moi qui sont très très attentifs au vocabulaire qu'on a le droit d'utiliser à l'UNESCO et qu'on n'a pas le droit, on disait non, surtout pas universel, parce qu'universel ça veut dire autre chose à l'UNESCO. On parle de mondial si on veut, mais pas universel. Donc d'emblée, je me souviens, très très tôt, il était question de réfléchir à la façon de s'adresser aux Allemands, aux Autrichiens, aux Népalais, aux Néo-Zélandais, aux Marocains, aux Boliviens, parce que il y a, encore une fois, des représentants de la communauté qui sont là-bas. C'est pas aller très loin de ce point de vue-là pour plusieurs raisons. Un, pour pouvoir être un pays porteur d'une proposition à l'UNESCO, il faut avoir signé la Convention. Les États-Unis n'ont pas signé la Convention, le Royaume-Uni n'a pas signé la Convention, la Nouvelle-Zélande n'a pas signé la Convention. Donc il y a plein de pays dans lesquels il y a des alpinistes connus, et il y en a eu des très importants dans l'histoire de l'alpinisme, qui ne pouvaient pas être porteurs de la proposition. Il y a ceux qui l'avaient signé il n'y a pas longtemps, qui étaient en train de prendre leur marque, l'Allemagne, l'Autriche, qui hésitaient un peu, qui sont un peu intéressés le cas échéant, mais qui ne pouvaient pas démarrer tout de suite. Donc les porteurs de projets se sont dit, ok, on va faire simple, on démarre à 3, et puis on verra après, parce qu'il y a un mécanisme à l'UNESCO qui permet à d'autres pays de rejoindre ceux qui ont déjà porté le projet, ce qu'ils appellent le mécanisme d'agrégation. On agrège des pays supplémentaires. Et je peux vous dire, parce que j'étais donc à la séance où ça a été annoncé en Colombie, l'inscription de l'alpinisme, que d'emblée, parmi les gens, c'était un moment très très amusant, Isabelle s'en souvient, elle était avec moi, un moment très très amusant et très très touchant, où les quantités de délégations, c'était des diplomates principalement, qui venaient féliciter les Suisses, les Français, les Italiens, qui s'étaient rassemblés dans une partie de la salle. Et il y en a plusieurs qui m'ont profité pour dire, pensez à nous, Une diplomate slovène, pensez à nous. Un diplomate polonais, pensez à nous. Troisième, je ne sais plus quel c'était, d'ailleurs, j'ai un trou là tout à coup. Donc, il y a un intérêt, et cette cérémonie était très touchante de ce point de vue-là, parce que ça ne doit pas arriver souvent, je pense, ce genre de choses. Mais il y a cette idée que petit à petit, ça pourra prendre forme, la forme que ça doit prendre au bout du compte. Au départ, 3 pays, on y va, le Mont Blanc est au milieu, c'est commode, et puis, avec un peu de chance, ça va marcher sous cette configuration, et ça a marché sous cette configuration. Il y a des gens aussi, je ne sais pas si ça a été le cas de Christian, ça a été le cas d'une personne de la FFCAM, le club alpin français si vous préférez, qui a beaucoup travaillé à ça, qui a tenu informé tous les clubs alpins de la planète qui se réunissent une fois par an dans le congrès des clubs alpins, du processus. Soyez pas surpris, ça démarre, si vous voulez vous nous faites signe, si vous voulez attendre un peu vous nous le dites, bref, ça n'a jamais été fait dans un coin de bureau, ça a toujours été fait de façon très transparente, et je pense que c'était la même chose pour l'union des associations de guides de montagne. Donc la question de l'échelle, vous comprenez, c'était un véritable enjeu, il fallait adapter un peu sa façon de penser. L'alpinisme est universel, l'alpinisme c'est quelque chose qui intéresse potentiellement tous les êtres humains, et puis être un petit peu pratique, quoi. Concrètement, ça ne pouvait marcher dans ce délai de temps qu'avec les 3 pays qui par ailleurs avaient l'habitude de travailler ensemble, les ministères travaillent très bien ensemble et ont l'habitude de monter des projets en commun. Et puis le 4e travail, le 4e défi auquel étaient confrontés les porteurs de projets et auxquels sont confrontés en permanence les gens du ministère et les gens de l'UNESCO qui travaillent là-dessus, c'est ces 2 couples dont je parlais tout à l'heure, naturel, culturel, matériel, immatériel. Ça vous paraît probablement évident qu'on utilise ces couples de termes, et puis ça nous convient bien dans la plupart du temps. Mais quand on gratte un peu, et quand on essaie de comprendre vraiment de quoi on parle, quand on identifie un bien du patrimoine mondial, ou bien un élément, je reprends le vocabulaire de l'UNESCO toujours, du côté du patrimoine culturel et immatériel, on se rend compte que ça ne marche pas si bien que ça. Naturel, culturel, la preuve en est que dans un premier temps, il n'y avait que des sites soit culturels, soit naturels, qui étaient inscrits au patrimoine mondial, et puis on s'est dit un jour, peut-être qu'il y en a qui sont intéressants justement parce qu'ils mélangent un petit peu les 2 choses. Et puis on a même inventé une sous-catégorie supplémentaire qui s'appelle paysage culturel, qui est bien sûr un peu matériel parce que le paysage ça renvoie à de la matière, mais un paysage c'est aussi quelque chose qu'on perçoit par les sens, donc ça suppose aussi qu'il y ait un peu de la culture, notre façon de voir quelque chose, d'apprécier quelque chose, en utilisant des modèles esthétiques qui remontent à la Renaissance, au XVIIIe, j'en sais rien. Donc quand on gratte un peu, même un paysage, même un bien naturel ou un bien culturel, ils sont un peu naturels et culturels tous les 2. Plus généralement,
est-ce qu'on peut tout simplement imaginer qu'un site naturel ait de la valeur pour l'humanité, pour le patrimoine de l'humanité, uniquement du point de vue de ses valeurs naturelles, intrinsèques? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est derrière le site pour dire « moi je suis important » Le site lui-même ne va pas parler, les marmottes ne vont pas parler pour dire que le site est important. Si on estime qu'un site naturel est important, c'est parce qu'on a une culture de la nature, on a une habitude de qualifier l'intérêt des sites naturels sur des bases scientifiques, sur des bases esthétiques, sur des bases philosophiques, mais c'est tout un enrobage culturel qui nous permet de dire un site naturel est intéressant, mais donc il est culturel. Et de la même manière, un site culturel, très très souvent, il a aussi une dimension naturelle, parce qu'un très beau château médiéval, j'en sais rien, il est aussi quelque part dans un site naturel qui contribue à son existence, qui permet d'expliquer son existence le cas échéant. Donc ça suppose de toujours essayer de prendre un peu toutes les dimensions ensemble. À l'UNESCO, pour le patrimoine mondial, vous avez plusieurs associations, grosses associations, qui procèdent à l'expertise des sites. Quand je disais tout à l'heure, parce que vous le lisiez, que l'UNESCO ne vient pas sur les sites du patrimoine mondial, qui sont candidats à l'inscription, c'est vrai des gens de l'UNESCO, mais c'est pas vrai des experts qui le mandatent. Donc il y a toujours, en général, une personne qui vient une journée pour voir de quoi il s'agit. Une personne, une journée, elle peut pas se faire une idée très précise. Mais c'est mieux pour le patrimoine culturel immatériel où il y a 0 personne, 0 journée. Donc une personne, une journée, c'est déjà ça. Et c'est soit quelqu'un qui vient d'une organisation qui s'occupe de la conservation de la nature, l'UCN, si ça vous dit quelque chose, qui sont basés à Gland, soit quelqu'un de l'ICOMOS, qui est une autre association basée, je ne sais plus où, à Paris d'ailleurs, je crois, non, à Paris, et qui s'occupe plutôt des monuments historiques et qui est fait d'architectes, voilà, de spécialistes du patrimoine culturel. Depuis quelques années, ils se disent on ne peut plus travailler séparément, on a besoin de travailler ensemble. On a besoin de comprendre l'expertise de l'un pour appuyer l'expertise de l'autre, parce que finalement, tout site, quel qu'il soit, est un peu naturel et un peu culturel, soit carrément mixte. On a inventé cette catégorie-là pour réunir un petit peu les deux. Et pour le projet du massif du Mont Blanc, il s'est passé quelque chose de très intéressant de mon point de vue, justement en 2018, à la fin de 2018, où les porteurs officiels du projet ont décidé de retenir cette catégorie particulière qu'on appelle le paysage culturel. Et pour moi, c'était la plus intéressante. Et là, maintenant, Jean-Marc le sait, le maire de Chamonix le sait, je ne croyais pas au projet jusqu'en 2018. Maintenant, j'y crois. Parce que je trouve qu'il y a vraiment, vraiment une ressource extrêmement intéressante pour la région à promouvoir, la région en tant que telle, au titre de ce qu'on appelle à l'UNESCO, pour le patrimoine mondial, la valeur universelle, ça y est, universelle, vous m'avez compris, patrimoine mondial, pas PCI. PCI, c'est jamais universel. L'alpinisme ne sera jamais universel. Le massif du Mont Blanc peut être universel, s'il prouve qu'il a une valeur universelle exceptionnelle. Alors comment ça marche? On sait bien qu'il y a quantité de personnes qui sont prêtes à dire « chez moi c'est exceptionnel ». Pourquoi pas universel, si vous m'aidez à définir le mot universel? Je pourrais toujours vous le vendre de cette façon-là. Et j'ai toujours été extrêmement amusé de voir et touché en même temps de voir que des porteurs de projets qui étaient confrontés à cette exigence, il faut définir la valeur universelle exceptionnelle du massif du Mont Blanc, la VUE, parce qu'on a appris à le dire comme ça assez rapidement, il faut le définir comme ça, et puis la réponse venait toute seule. Eh oui, c'est exceptionnel, regardez comme c'est beau. Qui plus est, c'est le plus grand sommet, le plus haut sommet de l'Europe occidentale, rappelons-le, il y a le Caucase quand même, de l'Europe occidentale, comme si ça suffisait. Or, il faut aller voir ce que l'UNESCO appelle la valeur universelle exceptionnelle. Universel, ça parle à tout le monde, potentiellement. Ça transmet un message qui peut être intéressant et utile pour l'humanité tout entière. Et exceptionnel, c'est-à-dire rien de qu'équivalent n'a déjà été inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Ça porte un message tout à fait particulier qui n'a pas été déjà porté par un autre site précédent. Si vous dites le massif du Mont Blanc, il est génial, regardez les rochers, regardez les glaciers, pas de chance, le glacier d'Aletsch, il a déjà été classé. Donc il y a déjà un site, et il y en a d'autres d'ailleurs, mais pas dans les Alpes, en tout cas pas équivalent dans les Alpes, qui ont déjà été inscrits sur la liste correspondante. Donc il faut que le massif du Mont Blanc se définisse, se pense comme étant exceptionnel d'un autre point de vue, puisqu'il a déjà été inscrit à l'UNESCO. Et c'est là que ça a buté pendant très très longtemps. Et là où, à mon avis, il y a une ouverture qui s'est faite en 2018, et j'espère qu'elle est fructueuse, et j'espère qu'elle va aboutir avec cette proposition-là, c'est de parler de paysage culturel. Il y a un mélange, il y a un mix de choses naturelles, culturelles, paysagères, tout à fait particulier ici, et il y a un regard, le paysage c'est un regard d'abord, c'est pas une chose, c'est le regard qu'on porte sur la chose. Il y a un regard tout à fait particulier qui est porté, et qui a été porté
je procède de ce qui me précède, qui a été porté et qui est porté encore aujourd'hui sur le massif du Mont-Blanc et qui est tout à fait particulier. Et de mon point de vue, ce regard, il est justement celui qui remet en cause la différence entre la nature et la culture. Parce que ce qui s'est passé de tout à fait exceptionnel, d'unique dans l'histoire de l'humanité, dans le massif du Mont-Blanc, c'est justement la capacité de philosophes, de scientifiques, d'alpinistes, les premiers alpinistes, à investir ce massif avec cette idée que voilà la plus naturelle des natures. Voilà quelque chose qui est tout à fait exceptionnel et qui nous permet de donner image, au sens propre du terme, de faire image, et en même temps de penser quelque chose qu'on était en train de théoriser au siècle des Lumières, justement, l'histoire naturelle. Le massif du Mont-Blanc, il a joué un rôle énorme dans l'histoire naturelle. Vous connaissez tous l'histoire scientifique, ça commence avec Saussure, mais il y en a plein derrière, évidemment, les Forbes et les autres. On a petit à petit mis le service du Mont-Blanc au service de cette idée que la nature est quelque chose qui nous est fondamentalement extérieur et sur lequel il faut élaborer des discours scientifiques et philosophiques qu'on appelle l'histoire naturelle. Et les alpinistes y ont contribué, et donc petit à petit, le massif du Mont-Blanc est devenu quelque part une sorte de lieu emblématique de cette définition, théorisation de la nature. Mais je suis en train de vous parler d'une histoire culturelle. Je ne parle pas de la nature. Je vous parle du regard que les Occidentaux, à commencer par les Genevois, les Suisses, les Français, etc., ont commencé à projeter sur l'idée de nature, les philosophes des Lumières, et le massif du Mont-Blanc en particulier. Et donc il y a un tournant culturel tout à fait intéressant qui se produit à ce moment-là, et qui se passe ici. Et donc de mon point de vue, c'est ce que j'essaie d'argumenter dans cette partie-là du livre, de mon point de vue, utiliser l'idée de paysage culturel pour promouvoir ou annoncer, afficher cette valeur universelle exceptionnelle du massif du Mont-Blanc, tralala, c'est en jouant cette carte-là, en montrant qu'il s'est passé là quelque chose qui ne s'est pas passé au glacier Molèche, qui ne s'est pas passé au Cervin, qui ne s'est pas passé dans quantité d'autres montagnes, qui par ailleurs, d'un point de vue purement naturaliste, sont assez similaires, objectivement, au massif du Mont-Blanc. Tu veux poser une question? Tu fais de la gymnastique des doigts? Donc vous voyez que de questionner naturel et culturel, c'est pas anodin. C'est pas juste pour le plaisir, et puis on est bon à l'université pour ça, hein, de questionner un peu les catégories qu'on utilise, etc. Non, non, il y a un véritable enjeu, ici, très très opérationnel. Questionner aussi le distinguo entre matériel et immatériel. C'est pas non plus anodin. Patrimoine culturel et matériel, l'alpinisme, ok, à condition qu'on mette en avant les valeurs, les interactions sociales, qu'est-ce qui se passe, la culture de l'alpinisme elle-même, bien sûr. On est dans l'immatériel jusqu'à un certain point. La culture de l'alpinisme, c'est des bouquins, d'abord et avant tout. Ce matériel, les bouquins, je sais bien qu'ils ont tendance à se dématérialiser, mais ça reste des électrons quand même au bout du compte. Et puis l'alpinisme sans la haute montagne elle-même. Si elle est naturelle et culturelle, c'est une chose, mais elle reste quand même matérielle, principalement. Donc des pratiques culturelles qui n'ont rien de matériel, moi j'en connais pas. Il y a toujours quelque chose. Des instruments, des vêtements, ou bien des crampons, ou bien des bouquins, bref. Il y a du matériel indiscutablement. Tout comme je vous disais tout à l'heure que dans le patrimoine mondial, où on inscrit des sites naturels et culturels au nom de leur matérialité, je vous rappelle au passage que leur intérêt, leur qualité dépend de ce qu'on projette sur eux. Pourquoi ils sont importants d'un point de vue naturel? Pourquoi ils sont importants d'un point de vue culturel? C'est évidemment très immatériel, c'est des valeurs qu'on attache à la nature et à tel ou tel aspect de la nature. Donc le distinguo, il ne marche pas très très bien dans les faits. Et là aussi, ça a beaucoup fait travailler les neurones des porteurs de projets, et ils ne se sont pas ennuyés pendant 10 ans de ce point de vue-là. Et en même temps, ça fait aussi beaucoup travailler les neurones des gens à l'UNESCO et des experts divers et variés qui interviennent à un moment ou à un autre. Et on assiste à un truc très intéressant en ce moment où toutes les lignes sont en train de se brouiller. Et on est en train d'inventer un petit peu autre chose. Au passage, juste une petite anecdote, même si les porteurs de projets ne l'ont pas utilisé en tant que tel, mais qui illustre bien ce que je vous disais tout à l'heure sur le massif du Mont-Blanc et sa valeur universelle exceptionnelle, qui de mon point de vue est ce paysage culturel tout à fait étonnant qui s'invente au XVIIIe siècle. Je me suis rendu compte, parce que dans le même temps où j'écoutais les alpinistes et je regardais un peu les gens s'intéresser au massif du Mont-Blanc, je regardais un peu ce qui se passait ailleurs, dans d'autres projets qui avaient été soumis à l'UNESCO, je suis tombé sur 2 exemples extrêmement intéressants que je développe dans le bouquin, en Nouvelle-Zélande et puis en Australie. Je vais parler de l'Australie, mais ils sont très très similaires. Vous avez tous déjà vu des photographies de ce qu'on appelle l'Ayers Rock. Au centre de l'Australie, cette grosse montagne rouge, je ne sais même pas ce que c'est d'un point de vue géologique, je suis un peu perdu dans les cours de géologie des années 80, qui est un élément paysager tout à fait spectaculaire, qui est un parc national depuis très longtemps. Les Australiens en ont fait un parc national et l'ont soumis à la liste du patrimoine.
mondial dans les années 80, je crois. Donc il a été inscrit. Mais à l'initiative du gouvernement australien. Et puis vous avez tous entendu parler de la montée en puissance des revendications des populations autochtones un peu partout, aborigènes en Australie. Et les aborigènes qui petit à petit gagnaient en crédibilité, gagnaient aussi un peu en pouvoir d'action en matière de gestion du parc national et du site, ont commencé à dire c'est bien gentil d'être sur la liste de l'UNESCO, du patrimoine mondial, ça nous fait plaisir, hein, pourquoi pas, mais site naturel, nous non, ça ne nous va pas. D'abord parce que les aborigènes d'Australie n'utilisent pas du tout le couple nature-culture, comme la majorité de l'humanité, hein, n'oubliez pas ça, hein, c'est notre truc à nous, hein, ici. Mais dans la majorité de l'humanité, personne ne parle de nature et culture. Donc pour eux, c'est pas naturel, parce que la nature, elle n'existe pas toute seule, justement. Et puis, pour eux, même si le site lui-même, celui du parc national, est très très peu marqué, il n'y a pas de construction sur l'Ayers Rock. Alors, je rappelle au passage que les aborigènes appellent ça Uluru. Ce sommet-là, c'est Uluru. Donc pour eux, le parc national a été débaptisé, d'ailleurs, est devenu maintenant le parc national Uluru et pas Ayers Rock. Et ils ont dit, on veut une requalification. On veut rester à l'UNESCO, ça nous fait plaisir. On participe de l'humanité, on participe de ce projet humaniste de l'UNESCO, mais on veut qu'il soit requalifié. Et ils ont obtenu qu'il soit requalifié comme paysage culturel. Alors les experts ont dit quoi paysage culturel, il faut qu'il y ait des traces matérielles, culturelles. Et les aborigènes ont dit, regardez bien dans vos textes. Il y a un petit critère là, dans les 10 critères, il y a 10 critères pour le patrimoine, il y a un petit critère qui s'appelle le critère 6, et qui dit que un site peut être inscrit au patrimoine mondial aussi du point de vue de la valeur un site naturel, du point de vue de la valeur que des personnes lui associent. Même s'il n'y a pas de traces, il peut y avoir des rituels, il peut y avoir tout simplement des effets pour les populations avoisinantes. Et donc l'UNESCO est entré en matière, c'était un peu révolutionnaire dans la façon de faire, brouiller les pistes, hein. Encore une fois, c'est en train de se passer. Et le site a été requalifié de ce point de vue-là. Et c'est pour ça aussi que je crois que le massif du Mont Blanc peut s'inspirer, en général ça se passe dans l'autre sens, hein, mais j'aime bien quand on renverse les sens aussi, peut s'inspirer de ce qui s'est passé chez les aborigènes d'Australie, ou bien chez les Maoris néo-zélandais. C'est-à-dire d'imaginer ou de proposer ou d'utiliser la brèche qui a été ouverte et qui permet de dire ce massif qui est principalement fait d'objets physiques qu'on a l'habitude de rapporter à la nature. Il y a quelques téléphériques, d'accord, il y a quelques refuges, d'accord, mais ça participe aussi à l'histoire de la découverte, hein, bien sûr, de ce massif récent, mais quand même. Il peut très bien être vendu du point de vue, encore une fois, de l'importance affective, émotionnelle, symbolique, scientifique, etc., qui est associée au massif, quand bien même il n'y aurait pas d'église à chapiteau au sommet du Mont Blanc ou de l'église du Goûter, quand bien même il n'y aurait pas des éléments majeurs du patrimoine culturel en tant que tel. Donc si j'ai pris cet exemple-là, c'est pour vous montrer que rien n'est fixe dans tout ça. Il n'y a pas des boîtes, même si ça a été conçu comme des boîtes. Il n'y a plus des boîtes dans lesquelles s'enferment les différentes propositions et vis-à-vis desquelles il faudra absolument rentrer avec une proposition spécifique. Les porteurs de projets peuvent faire bouger les boîtes, peuvent faire bouger l'UNESCO lui-même, font bouger les États avec lesquels ils sont en contact, et ça fait de cet objet-là, les inscriptions à l'UNESCO, un objet extrêmement à étudier, donc c'est pour ça que j'y consacre un petit peu de temps aussi, parce qu'il y a des enjeux qui sont tout à fait étonnants, bien sûr des rapports de force, hein, de toutes sortes, mais aussi une capacité des uns et des autres à contribuer à une réflexion toujours mouvante, toujours nouvelle, sur qu'est-ce que c'est que l'humanité, qu'est-ce que c'est que le patrimoine, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qui est important entre nous, alors que dans le même temps, on nous parle de crise du multilatéralisme, du retour et du réveil du nationalisme et autres. L'UNESCO se présente comme étant un rempart à ce genre d'évolution, et tout ce qui s'y passe, de ce point de vue-là, me semble très intéressant. Vous aviez proposé que ce soit très interactif, c'est raté. Donc je m'arrête. Mais peut-être si les gens veulent poser des questions, c'est le moment. C'est le moment. J'avais pas de On doit se demander à quoi ça sert tout ça quand même. Alors, à quoi ça sert? C'est une question que les porteurs de projets ont beaucoup entendue. Pour l'alpinisme, j'en suis sûr, probablement aussi pour le massif du Mont Blanc. Au vu de ce que j'ai vu ici, mais aussi de ce que j'ai vu ailleurs, je pense qu'on peut donner 3 réponses à ça. La première, il y a de la fierté. Il y a de la fierté à pouvoir avoir son petit objet à soi, qui s'appelle la vieille ville de Lyon, qui s'appelle le massif du Mont Blanc, qui s'appelle, je sais pas quoi, l'Ayers Rock,
pour une population, pour un État, à le voir figurer dans une liste qui est devenue, petit à petit, une liste très prestigieuse. Elle n'était pas du tout dans les années 70, elle est devenue. C'est plutôt encourageant, d'ailleurs, que l'UNESCO apparaisse comme étant une garante de qualité, de notoriété. Et donc, je pense qu'il y a un souci, il y a une fierté qui se manifeste à travers ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que les porteurs de projets parlent beaucoup plus que l'UNESCO de reconnaissance. Qu'est-ce qui est reconnu? En fait, c'est pas le site, c'est eux. C'est eux qui cherchent une forme de reconnaissance. Alors l'enjeu, il n'est pas forcément tout à fait évident ici, de ce point de vue-là. Imaginez ce qu'il est dans des pays comme la Chine ou comme la Colombie, où vous avez beaucoup de populations dites autochtones qui subissent quand même des traitements politiques très très discutables, de marginalisation ou d'assimilation. Pour eux, c'est leur seule fenêtre. Arriver à pouvoir apparaître avec une culture reconnue par une instance internationale, c'est une garantie de survie culturelle, quelque part. Même si par ailleurs, il y a des processus d'assimilation qui jouent beaucoup. Ça, c'est la première raison, la fierté, le souci de reconnaissance. Et puis de façon générale, vous le savez bien, on est aujourd'hui dans une société qui vise la reconnaissance systématique. On est tous en quête de reconnaissance. Comme des collectifs, hein, je ne parle pas d'individus. La deuxième raison, c'est une valorisation économique, mais ça vaut que pour le patrimoine mondial. Et c'est aussi un peu un risque pour le massif du Mont Blanc. Le Mont Blanc, tout le monde en a conscience. Vous avez pas mal de sites du patrimoine mondial qui ont visé une inscription pour pouvoir être identifiés et attirer des touristes et être une source de revenus économiques. Je ne sais pas si par exemple vous êtes allé à Bordeaux récemment et vous étiez allé à Bordeaux il y a 20 ans. Bordeaux n'avait rien à voir il y a 20 ans avec ce que Bordeaux est devenu. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, que vous connaissez pour beaucoup d'entre eux, de réputation au moins, a délibérément voulu de faire de l'inscription de la vieille ville de Bordeaux à l'UNESCO un vecteur de développement économique pour que Bordeaux devienne une ville touristique. Et ça marche. À Bordeaux aujourd'hui, vous entendez parler toutes les langues dans la ville. Il y a 20 ans, on entendait parler du gascon ou le français dans le meilleur des cas, mais c'est tout. Et puis il y a une troisième raison, et je crois que c'est celle qui prime dans les deux exemples dont on discute ici, mais qui joue aussi dans beaucoup d'autres exemples, qui est que c'est bien d'avoir un truc qui clignote et qui s'appelle l'UNESCO, mais à quoi ça sert? Ça sert à faire quelque chose entre nous. Ça sert de levier d'action. Ça sert à pouvoir repenser quelque chose, repensons l'alpinisme, repensons la protection du massif du Mont Blanc, repensons le développement durable dans la région. Et en s'appuyant sur une inscription de ce type-là, on peut faire évoluer les choses. On peut recomposer un tout petit peu l'ensemble des acteurs qui sont intéressés. Moi, j'ai trouvé que ce projet-là, même s'il a été très difficile, très long et pas fructueux jusqu'à aujourd'hui pour le massif du Mont Blanc, il a contribué à faire évoluer les lignes entre les purs et durs de la protection de la nature et les purs et durs d'autres choses, je dirais, mais assez indifférents, le cas échéant, à la protection de la nature. On arrive à de nouveaux objets de discussion, nouveaux terrains de discussion, d'entente dans le meilleur des cas. Et donc c'est un levier d'action qui vaut localement, mais qui peut, s'il est bien utilisé, faire avancer les choses. C'est chaud, hein, je crois. J'ai pas de questions. Ils ont tout compris. Ou bien des témoignages complémentaires, il y a plein de gens qui connaissent cette histoire-là. Comment se passe le vote à l'UNESCO? Alors là, je vais essayer de faire le plus simple possible. En fait, l'Assemblée qui décide d'inscrire les sites du patrimoine mondial ou bien les éléments du patrimoine culturel immatériel est composée d'une partie des États qui ont signé la Convention, ce qu'on appelle le comité correspondant, donc qui est composé d'une vingtaine, pour faire simple, d'une vingtaine d'États qui sont élus à l'Assemblée générale de chacune des conventions pour représenter en gros une aire géographique. Donc, par exemple, l'Europe a été représentée à Bogota par Chypre, l'Autriche et les Pays-Bas, qui ne sont pas spécialement des pays connus pour la haute montagne qui les caractérise. Et j'ai discuté au passage avec l'ambassadrice autrichienne qui était là en lui disant « Mais ça vous dit quoi l'alpinisme? Ça vous intéresse pas ?» Et il y a aussi ça qui se passe dans ce genre d'assemblée. En tout cas, c'était pas sur son agenda immédiat. Il m'a dit « Faites ce que vous voulez, on verra plus tard. » Mais bien, non, mais de façon positive. Hein. Je le dis de façon presque négative, mais c'est quelque chose comme ça. Après, ces délégations-là, c'était ma grande surprise. Isabelle a l'habitude de ça, moi j'étais très surpris. Sont des délégations plutôt composées de diplomates. Donc des gens qui savent négocier, qui savent faire ça discrètement, le cas échéant, si possible,
pas de façon trop visible. Pas beaucoup d'experts, pas beaucoup de gens qui ont un minimum de culture anthropologique pour ce qui est ou ethnologique pour ce qui est du PCI. Donc bien sûr, ils ont été conseillés avant, et il y a pour le PCI un organe d'évaluation qui est composé principalement, eux, de gens qui ont une expertise en ethnologie et qui vont vous dire oui, en gros, ce projet-là, il répond aux critères qu'on s'est donnés. On n'a pas été les voir, on n'a pas fait le tour des pratiques, on n'a pas fait une analyse scientifique de la pratique elle-même, mais ça répond aux objectifs de la Convention. Et donc cet organe d'évaluation, son président, plutôt son rapporteur, a fait un rapport, proposition par proposition, en faisant des recommandations. Pour nous c'est bon, pour nous c'est pas bon, pour nous ça se discute, et laisse après les diplomates décider. Et quand les diplomates décident, ils décident un peu sur les objets dont ils parlent, sur la base de l'expertise, un peu et beaucoup en faisant de la géopolitique. Donc là c'était un peu plus compliqué. Mais il n'y avait pas de raison de faire de la géopolitique sur l'alpinisme apparemment. Comment les guides de Chamonix ont réagi à l'inscription de l'alpinisme à l'UNESCO? Je ne peux pas parler. Question, Bernard, Claude se cache. Allez Bernard. Ça a plutôt bien passé. On a été discret au début. Donc après, peut-être c'est les deux personnages qui s'en occupaient, ils nous ont laissé travailler. Et puis après, petit à petit, on a commencé à s'exprimer pour savoir ce que... Alors la question de pourquoi revenait en permanence. Mais en parallèle de ça, chacun avait une petite idée de ce que c'est personnellement l'alpinisme pour lui-même. Et ce qui s'y traduit dans les 99 lettres de soutien qu'on a eues, chaque personne définit l'alpinisme en fonction de sa pratique. Donc chaque guide de Chamonix avait aussi une perception de l'alpinisme. Donc ils ont attendu le résultat avec impatience. Mais c'était plutôt positif pour eux aussi. Et ça l'est toujours maintenant, puisque maintenant, la suite... Il y a beaucoup d'actions à faire pour revisiter un peu ce qu'est les mesures de sauvegarde, quel est le danger pour l'avenir, etc. Donc il y a beaucoup de travail à fournir alors que nous, on pensait être à la retraite. Alors ça c'est très important ce que dit Bernard, parce que j'ai pu vous donner l'impression que l'histoire avait 10 ans dans un cas, avait 30 ans dans l'autre. Évidemment pour le massif du Mont Blanc, l'histoire est encore à écrire parce qu'on est loin d'une inscription du massif du Mont Blanc. Détailler les engagements. Quels sont les engagements qui en découlent? De l'alpinisme? Du classement. Ben, il faut déjà, sur les mesures qu'on devait prendre, et ce qu'on avait remarqué qui était la banalisation du massif, qui était le juridique qui prenait le dessus, qui était l'environnement, comment il évolue, et l'évolution du climat, etc. Ça c'était le troisième. Et le quatrième, il y avait un long critère sur la formation, la transmission. Ça c'était très important. Et pour les clubs alpins, et pour nous-mêmes. Donc là c'est un paragraphe qui est très important à suivre, et ça permet aussi de revisiter l'enseignement qu'on donne à l'ENSA, l'enseignement que fait le club alpin. Et donc, c'est des sujets qui sont maintenant en discussion permanente avec eux. Parce que dans la fiche en question, il faut savoir qu'à peu près un tiers de la fiche est composé comme ça de ce qu'on appelle les mesures de sauvegarde. Qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous vous engagez à faire? Et l'État français, l'État suisse et l'État italien, les clubs alpins et les associations de guides se sont engagés à faire des choses. Autrement dit, l'histoire commence maintenant. Il y a un suivi régulier. Et il y a un suivi régulier qui est fait par les États d'abord, et puis in fine à nouveau dans le comité de l'UNESCO dont je parlais tout à l'heure, avec une première étape au bout d'1 an, donc en novembre de cette année, et une deuxième étape au bout de 5 ans. Avec une possible désinscription, si le travail n'a pas été fait. Alors moi je voulais revenir sur la distinction que vous avez fait au début, différentes listes. Il y a PCI, il y a MIG-bien, ensuite il y a mixte, ensuite vous avez dit patrimoine mondial, qui n'est pas la même liste, j'imagine. Et alors je me souviens qu'il y a quelques années j'étais en Inde, visitant le temple de Konark, le temple du soleil à Konark, qui est dans l'état d'Odisha, qui est dans l'est de l'Inde. Je viens de voir, il l'appelle World Heritage Site. C'est la même chose. C'est la même chose? Ouais. World Heritage, c'est la traduction de patrimoine mondial. Le patrimoine mondial, d'accord. Ouais. Donc c'est mondial, c'est pas
culturel et matériel dans ce cas. Alors, C'est-à-dire qu'on est Donc, toujours inscrit au est-ce que patrimoine c'est mondial, possible soit au titre du naturel, soit au titre du culturel, soit au titre du mixte. Et mixte, ça veut dire naturel et culturel. Donc il y a toujours ce prisme naturel-culturel qui joue. Donc là, c'est ça, certainement un site culturel. tout à fait, c'est un temple de 13e siècle, super, tout ça, donc c'est clairement culturel. À l'occasion, allez voir sur le site internet de l'UNESCO, il est très très bien fait, il est très complet, il est très très transparent. Vous avez notamment pour cette liste du patrimoine mondial, donc c'est en anglais, donc c'est WHS, UNESCO, / je crois, ou UNESCO. Vous avez une carte qui vous donne d'emblée, et puis vous pouvez zoomer bien sûr et voir. Et vous avez une petite légende, c'est vert je crois pour naturel, parce que la nature c'est vert. C'est orange, je crois, pour le culturel, et puis une troisième couleur pour les sites mixtes. Donc d'emblée, le distinguo, il apparaît sur la carte. Je suis sûr que ça a un impact énorme sur le tourisme, parce que Pour le meilleur et pour le pire. on se balade là, Pour le meilleur et pour le tout le pire. monde, il faut aller voir un site en particulier. Monsieur Claude, peut-être Je voulais juste savoir, dans le processus, après l'inscription, est-ce qu'il y a d'autres étapes? Et est-ce qu'éventuellement, cette reconnaissance ou cette distinction, à un moment donné, peut se perdre? Ouais. Peut être remise en cause? Alors il y a deux étapes charnières qui sont les évaluations dont je parlais tout à l'heure, donc qui sont faites à la fois par les États, en particulier la France qui était porteuse principale du projet, qui a été désignée par la Suisse et l'Italie comme la porteuse principale du projet. Et puis après, donc, les évaluations du comité tous les 5 ans. Et puis il y a ce que j'appelais tout à l'heure le processus d'agrégation, je parle UNESCO pour essayer d'être fidèle. Donc la possibilité pour d'autres États de se joindre à la proposition. C'est pas rien, si un jour l'Autriche, la Pologne ou la Slovénie décidaient de venir, ça veut dire qu'il faut refaire toute la fiche, il faut refaire tout le travail. Même si évidemment ça va s'inspirer de ce qui a déjà été fait, mais c'est un gros travail qui peut prendre là-dessus plusieurs années. Donc ça, c'est deux choses qui arrivent. Et puis après, le risque ou la menace de désinscription, elle existe, elle est prévue dans les textes, elle n'est pas toujours fréquemment, pas très fréquemment utilisée parce que c'est très sensible. C'est un mot de diplomate, encore une fois, donc on n'aime pas quelque part être stigmatisé en disant « Ouh, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, hop, vous perdez votre site ». Ça s'est passé pour 2 sites du patrimoine mondial. Celui dont on a le plus parlé, c'est la ville de Dresde, qui avait été inscrite il y a peut-être une quinzaine d'années, je crois, à la fois au titre de ce qui lui est arrivé, quasiment détruite, et la reconstruction, après les bombardements alliés de 44-45. Tout simplement parce que la ville de Dresde a jugé un moment plus utile de construire un nouveau pont que de respecter ce qui avait été annoncé à l'UNESCO. Donc ils ont préféré laisser tomber l'inscription à l'UNESCO et avoir un pont tout neuf. Pour ce qui est du PCI, on a assisté à la première des inscriptions en décembre dernier, c'est la première fois que ça se passait. C'était un moment très très chaud de la séance. C'est un carnaval belge dans la ville d'Alost, en Flandre, qui a été désinscrit au prétexte, je pense qu'on sera tous d'accord, que quantité de manifestations antisémites prenaient place dans ce carnaval. De longue date au demeurant, mais elles prenaient de l'ampleur depuis quelques années, donc tout le monde a jugé, et dans l'esprit de l'UNESCO aussi, qu'on ne pouvait plus avoir ce carnaval dans la liste. Donc vous voyez, c'est pas, dans ce cas précis, c'est pas faute d'avoir mis en place les mesures de sauvegarde et le projet. Oui, on a l'impression que ce projet est un projet fédérateur qui s'inscrit dans une perspective de protection à la fois d'un site de façon à permettre aussi sa pérennité. Cela dit, vous avez très bien parlé des enjeux qui étaient sous-tendus par ce type de projet, et notamment des enjeux probablement au niveau local. Donc est-ce qu'au niveau local, il y a eu des oppositions qui se sont maintenues, ou au contraire, est-ce que ça a apaisé les tensions qu'il pouvait y avoir entre différentes communes qui pouvaient éventuellement s'approprier une partie du domaine que vous souhaitiez protéger? Alors dans le cas précis du massif du Mont Blanc, mais il y a des gens dans la salle, notamment Jean-Marc, qui pourront en parler beaucoup plus précisément que moi, et il me semble que les réserves qui ont été manifestées sont des réserves qui sont tout à fait intéressantes qu'il faut entendre. Une première qui renvoie quelque part à la façon de parler de questions d'aménagement et de protection dans la vallée de Chamonix dans les années 80 ou les années 90. En gros, une inscription sur la liste du patrimoine mondial a d'abord été perçue comme étant un scénario de parc international ou de parc national qu'on rejouait, quoi. Donc en gros, on vient remettre de la protection dure dans le massif du Mont Blanc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Je vous ai dit qu'il y a une gamme absolument incroyable dans la façon de motiver, de justifier l'inscription. Tout dépend de ce qui était privilégié. Si c'était site naturel, oui. Mais c'est plus le scénario qui a la priorité chez les porteurs de projets. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est d'imaginer qu'il puisse y avoir une sorte d'instance supérieure qui viendrait
nous regarder faire et éventuellement nous dire comment il faut faire. Et ça, c'est un pur fantasme. L'UNESCO n'apporte pas d'argent, n'apporte aucun personnel, il n'y a pas des rangers, il n'y a pas des gardes de l'UNESCO. L'UNESCO n'apporte rien de tout ça. L'UNESCO inscrit un site sur la liste du patrimoine mondial que si les États, ou éventuellement les régions, les communes, ont fait le boulot. Et c'est à cette condition-là qu'elle va accepter d'inscrire, et elle peut désinscrire si elle estime que le boulot est mal fait. Mais l'UNESCO n'a absolument pas les moyens et absolument pas la vocation. C'est une organisation internationale, c'est pas autre chose. Donc elle laissera les États. Donc c'est certainement pas une couche supplémentaire qui va venir s'ajouter à des instruments qui pourraient exister ici. Donc je pense, et puis la troisième chose que j'ai perçue un tout petit peu chez certains, c'est de dire oui, mais si ça devient un site inscrit à l'UNESCO, il y aura encore plus de touristes. Ça, c'est un vrai risque. Ça, c'est un vrai risque. Mais ce qui me rassure un peu de ce point de vue-là, c'est que je pense que tout le monde est assez d'accord, au moins dans la vallée de Chamonix. C'est pas tout à fait pareil en Suisse, et c'est pas tout à fait pareil à Courmayeur. Je ne sais pas ce qu'on pense, Luigi. Mais en tout cas, pour la vallée de Chamonix, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a assez de touristes. Il faut arrêter avec ça. Donc c'est pas parce qu'on a une inscription à l'UNESCO que nécessairement ça ouvre davantage les vannes. Peut-être que ça permettrait de réfléchir encore davantage à la façon de réguler les flux touristiques. Claude, vous voulez dire quelque chose? Alors, je voudrais dire que Bernard est extrêmement modeste, puisqu'il a dit tout à l'heure qu'on l'avait associé au projet. C'est quand même lui le premier qui nous en a parlé, avec Luigi Cortez qui est là, puisqu'il y avait une volonté du côté valdotin de trouver des pratiques qui pourraient s'inscrire dans ce patrimoine culturel. Donc ça, c'est une chose. Donc on était, nous, extrêmement rassurés quand on a démarré ce projet, d'avoir quelqu'un comme Bernard Debarbieu, que l'on connaissait de longue date et qu'on travaillait depuis longtemps, de nous soutenir et d'être à côté de nous et de compter sur lui. Ça a été un élément déclencheur pour continuer. Et puis on a trouvé aussi beaucoup de soutien du côté du ministère de la Culture. La première personne qu'on avait rencontrée ensemble s'appelait Sylvie Grenet, puis après elle est partie. Et puis nous a accompagné après Isabelle Chave, avec qui vraiment, ça a parfaitement bien fonctionné, qui nous a poussé dans nos retranchements, qui nous a beaucoup aidé, beaucoup corrigé nos copies en quelque sorte. Donc il y a vraiment eu là un ensemble de personnes qui ont travaillé ensemble et qui a été extrêmement positif. Et puis, à quoi ça sert? Et là, on pourrait dire peut-être ça peut servir à rien. Quelquefois, c'est beau de porter un projet qui ne sert à rien, surtout quand il aboutit. Donc celui-ci, il y a quand même, il sert à quelque chose. Premièrement, Bernard en a parlé un tout petit peu, il fallait un certain nombre de lettres de soutien. Donc on a visé un certain nombre de personnes du milieu de l'alpinisme, des élus de régions, de communes de montagne, des chercheurs, et on s'est arrêté à 99 lettres de soutien. Et vous verrez dans le livre, il y a des choses absolument remarquables qui ont été dites par ces personnes, parce que chacun a son alpinisme, a découvert l'alpinisme d'une certaine manière, et ça a été très enrichissant. On aurait pu continuer jusqu'à 200, 250 lettres, on aurait pu trouver, bon, on s'arrêtait à 99, ça nous semblait bien. Et puis en fait, à quoi ça sert? Bon, on a quand même un exemple très récent, puisque vous avez lu que le président Macron est venu, qu'il y avait un certain nombre de problèmes sur la voie du Mont Blanc, qui étaient traités par Saint-Gervais, et puis Chamonix regardait, et puis bon, ça se frictionnait un tout petit peu, et puis quand même à un moment donné, ils se sont réunis, et puis au niveau de l'État, on a commencé à réfléchir à ce problème sérieusement. Et quand Macron est venu, il y a eu une délimitation du massif du Mont Blanc qui devait être protégé. Et là-dessus, on a dit cette délimitation ne pourront avoir lieu dans ce domaine-là que l'alpinisme. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais c'est quoi l'alpinisme? Au niveau des ministères, qu'est-ce que c'est l'alpinisme? Et donc Christian Jacquet, qui est dans les guides, qui a assisté à cette réunion, eh bien, c'est la définition qui était dans le dossier de l'UNESCO qui a été reprise pour définir ce qu'est l'alpinisme. Donc ça, je veux dire, c'est une première réussite 2 mois après l'inscription. Et enfin, troisième chose que l'on pourrait dire,
L'UNESCO, c'est 178 pays, une reconnaissance internationale. Et puis, nous, on a porté un dossier. Et puis, ce sont les ambassadeurs de chaque pays qui ont signé ce dossier, l'ambassadeur français est allé le porter auprès de l'UNESCO. Donc, les États s'engagent à soutenir les mesures de sauvegarde que l'on a inscrites. Alors, ce n'est pas eux qui vont faire le boulot d'aller défendre ces mesures de sauvegarde. Mais quand on va aller voir peut-être un maire, un président de parc national, un directeur d'une réserve qui interdit l'alpinisme ou qui veut interdire l'alpinisme, et qu'on peut peut-être lui dire, vous voyez, quand même, l'alpinisme, c'est inscrit à l'UNESCO, c'est 178 pays, c'est l'État français qui se porte garant. Bon, voilà, c'est une petite chose qui peut servir peut-être. Voilà. Merci. Bravo. Voilà, simplement une chose, parce que je pense que tu as parlé des échelles. Ce que je trouve remarquable, pas pour nous, qu'on a travaillé sur le dossier, mais pour le territoire du Mont Blanc, c'est qu'on est passé d'une échelle locale à une échelle vraiment nationale. Et cette communauté de Valdôtains, de Chamoniards, de Valaisans a réussi à convaincre justement et à passer d'un niveau local à un niveau national. Moi, je pense que là, pour revenir à ta vision que je partage du paysage culturel, c'est aussi ça l'exceptionnel qu'on a ici, c'est-à-dire une capacité de regard qui n'est pas que des Chamoniards, mais aussi des Valdôtains, des Valaisans, qui trouvent des éléments communs, qui vont convaincre aussi les autres. Et je pense que ça reviendra dans le paysage culturel. On retrouvera des choses dans la culture des trois pays qui sont des choses qui après se reconnaissent, se voient, et dans laquelle effectivement il y a quelque chose d'exceptionnel qui est cette montagne, peut-être. Hein? Voilà. Donc. Mais moi aussi, je m'associe au grand remerciement pour Bernard, qui est très modeste, mais aussi discret dans son support. Donc, ses conseils sont arrivés en douceur, mais c'était des bons conseils. Merci. Merci. Allez.